Así es, estaba el lago de Yohoa, corazón, trayéndonos desde las tierras lejanas de Centroamérica. Acá vamos quizás pasar un poco el switch al francés para podernos un poco alargar en esa cobertura de la gente belga y la gente bruxelloise, bruxelaire que nos escuchan. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus 92.1 FM, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Luis Martínez Andrade es doctor en sociología del EHESS, autor de Religion sans rédemption, Contradiction sociale, rêve éveillé, Van Dieren 2015, L'écologie et libération, Critique de la modernité dans la théologie de libération de Van Dieren 2016 et de la dialectique de la modernité et socialisme indo-américain. Essai d'histoire intellectuelle, l'Harmattan 2023. Il est membre du système national de chercheurs de CONACYT, le CNR mexicain, lauréat du prix Pensar a Contracorriente en 2019. Illusion du ballon, football et théorie critique, c'est le livre que nous présente aujourd'hui Luis Martínez Andrade. En s'inspirant de la méthode de Walter Benjamin, Luis Martínez Andrade examine les mythologies du ballon et dévoile les apories du football. Organisé en 28 essais abordés comme un ensemble d'images dialectiques, son ouvrage propose d'examiner les différents aspects sociopolitiques et culturels du football et spectacle. L'engagement des joueurs face au fascisme, le rôle des stades comme temple moderne et produit de la culture de masse, l'origine anarcho-syndicaliste de certains clubs d'Amérique latine, les ethos baroques de l'existence festive, le rôle de l'émotion dans la lutte politique, la masculinité toxique, la puissance de l'utopie concrète de la lumière, de l'expérience du club brésilien corinthien, le rôle du paramilitarisme avec les cas de l'ex-Yougoslavie, ou encore l'usage politique du football dans l'ancien URSS. L'auteur analyse comment le football, en tant que phénomène culturel mondial, peut être étudié de la lumière des concepts de la théorie critique tels que l'aliénation, la domination, la culture de masse et la résistance. Martínez Andrade conclut en soulignant l'importance d'analyser le football à travers une lentille critique pour mieux comprendre les structures de pouvoir et les dynamiques sociales qui façonnent notre monde contemporain. Eh bien, c'est un beau aperçu de son livre, une singulière contribution, je dirais, à la théorie critique. Nous ne aborderons peut-être pas tous ces sujets, néanmoins, nous profiterons bien de l'aimable présence de Luis Martínez Andrade à Radio Campus Latino, ici, avec nous, pour nous inviter aux prochaines présentations de son livre, bien sûr, mais nous ne manquerons pas de lui poser quelques questions pour nous éclairer sur la théorie critique, bien sûr, et nous faire part de son analyse du football comme un microcosme de la société capitaliste contemporaine. Comment cet sport populaire reflète et perpétue les inégalités sociales et économiques de la société contemporaine. C'est ça la question. Bien, bienvenue Luis, comment vas-tu? Bienvenue à Radio Campus. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation pour parler un peu sur football et politique, football et histoire, football et philosophie, ici au programme Pueblo Latino. Très bien. La théorie critique, l'école de Francfort, explique-nous ce prisme que tu utilises pour écrire ces 28 essais. Tu mentionnes dans ton livre, je cite d'une part de la dialectique de la raison de Max Horkheimer et de Theodor Adorno, et d'autre part de la méthode micro-logico-marxiste de Walter Benjamin. Qu'est-ce que le rôle du football marchandise? Bon, d'abord, je voudrais dire que l'année dernière, on a fêté beaucoup et célébré le centième anniversaire de la fondation de l'école de Francfort, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme la théorie critique, que c'était une sorte de groupe de recherche interdisciplinaire fondé par Max Horkheimer, par Theodor Adorno, comme vous avez mentionné tout à l'heure, qu'en fait, ce groupe, et il avait des autres intellectuels, mais ce groupe avait l'intention d'abord de comprendre la dynamique destructive de la modernité capitaliste, d'une part, et d'une autre part, comprendre l'échec de la révolution allemande de 1919. Vous savez, comme vous savez, toute cette, et la montée, bien sûr, quelques années plus tard, du fascisme ou du national-socialiste. Donc voilà, c'est une école de pensée qui a beaucoup réfléchi aux structures de domination, d'exploitation qui se trouvent dans la société contemporaine. Un des piliers de cette
société, bien évidemment, c'est la culture industrielle, l'industrie culturelle. Donc, les théoriciens de l'école de Francfort ont observé, par exemple, comment le cinéma, le théâtre et des autres expressions culturelles ont été des piliers pour justement contribuer à l'aliénation sociale. Donc, de ma part, j'ai voulu, si vous voulez, mobiliser les apports de cette école pour comprendre le football comme un phénomène social. Bien sûr qu'il y a eu des auteurs, je pense par exemple dans le cas en France de l'Hexagone, des sociologues ou philosophes comme Jean-Marie Brom ou Patrick Bassort qui ont déjà étudié le football, mais à mon avis, ils se sont penchés simplement dans les côtés de domination. Ils n'ont pas entendu, par exemple, les processus de résistance, vous voyez. Donc, c'est pour cela que, pour moi, l'auteur qui mérite être considéré comme un penseur important, c'est Walter Benjamin, qui nous propose une sorte de micrologie marxiste, c'est-à-dire voir la représentation culturelle comme une sorte de monade, c'est-à-dire comme une image qui concentre des antagonismes, des contradictions. Donc, voilà, à partir de certains phénomènes du football, j'ai essayé, de trouver les antagonismes de la société. Luis Martínez Andrade, quelle modestie, hein? Malgré les apparences, mes chers auditeurs, auditrices, ce livre se lit très facilement, je veux dire. Très facilement, il nous amène vraiment à tout un parcours, non seulement d'histoire de la philosophie ou de la critique de l'école de Francfort et tous ces contemporains comme, je ne sais pas, Kafka, Brecht, etc. Eh bien, malgré les apparences, je vous dis, vous pouvez lire ce livre en toute tranquillité, bien penché dans votre fauteuil un jour qui pleut. Mais pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est 11 degrés à Bruxelles et il fait beau. Alors continuons avec cette petite aperçu de ce livre. Évidemment, comment le football, en tant qu'un phénomène culturel et sportif, reflète et perpétue les inégalités sociales? C'est ça la question. Pas juste sociale, mais économique de notre société. Actuellement, on voit tous ces problématiques. Comment tu peux nous expliquer, de ton point de vue et surtout de la théorie critique? Bon, je voudrais d'abord souligner qu'au-delà du langage cryptique qu'on peut observer dans certains écrits de ces théoriciens. Et justement, mon défi, c'était justement comment est-ce qu'à partir du football, on pourrait mobiliser certaines notions philosophiques, justement, sans tomber dans ce langage cryptique, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, par exemple, il y a une notion importante, que c'est celle de palimpseste. Le palimpseste, comme vous savez, c'est un document que normalement on écrit, on réécrit justement pour justifier la domination. C'est que Walter Benjamin appelé ou nommé l'histoire des vainqueurs. Donc, normalement, on pense que tous les clubs de football étaient, si vous voulez, le résultat tout simplement de l'adaptation de certains clubs anglais, c'est-à-dire d'une forme de néocolonisation. Mais par exemple, on oublie que dans certains clubs sud-américains, par exemple les Chacarita ou Argentinos Juniors en Argentine, étaient des clubs fondés par des immigrants anarcho-syndicalistes socialistes, justement comme des espaces de conscientisation politique. Bien sûr, quelques années plus tard, dans les années 30, quand le football est devenu le football professionnel, c'est-à-dire il est devenu une partie de l'industrie culturelle, tous ces principes anarcho-politiques, syndicalistes sont vus effacés. Mais voilà, on a beaucoup d'expériences de clubs qui étaient formés justement pour des militantes, justement pour parler sur les questions des inégalités sociales. Donc voilà. Mais bien sûr, à partir des années 70 surtout, que c'est pas un hasard que c'est l'époque du néolibéralisme, c'est-à-dire de la métamorphose anthropologique, le football devient une sorte de football spectacle, une marchandisation. Un des responsables, c'est Joao Havelange, qui est nommé justement à la tête de la Fédération internationale de football, que par exemple, il a commencé par privatiser les matchs qu'on regarde dans la TV. Et voilà, et on peut voir là une sorte de cohabitation entre
l'industrie, par exemple Adidas, avec le football spectacle. Donc, bien sûr, le football spectacle mobilise des valeurs de la société, si vous voulez, libérale, bourgeoise, comme celle de la compétition. La compétition devient une valeur que maintenant, avec le néolibéralisme, s'accentue, cette idée qui se sauve ce qui peut et on oublie les solidarités. Donc voilà, des autres valeurs comme le succès, n'est-ce pas? Les joueurs qui deviennent des sortes de mannequins, de la culture du spectacle, la culture de la compétition, la culture du winner, de celui qui a des succès. Donc voilà, le football, malheureusement, mobilise ces sortes de valeurs. Le football est gouverné par une organisation mafieuse, tu dis, la FIFA, évidemment. Oui, Eduardo Galeano, un de nos écrivains latino-américains, disait que la FIFA, c'était une sorte d'analogie entre le Fonds international mondial de football, de sport. Imagine. Évidemment. Mais quand on voit aussi, par exemple, des mandataires comme Bolsonaro qui fait la propagande de son parti, et puis tout le monde habillé en maillot brésilien de la sélection brésilienne, tu te rends compte à quel point aussi c'est un poids politique, on va dire, à certains points. Le football, bien sûr, était toujours, si vous voulez, instrumentalisé. Dans mon livre, par exemple, je parle dans le cas de la URSS, la ex-Union soviétique, comme par exemple, certaines équipes de Dynamo étaient justement une sorte de propagande politique. Mais ce n'est pas seulement dans les pays, si vous voulez, ex-soviétiques, mais aussi dans les démocraties, disons, libérales. Par exemple, rappelez-vous la Coupe du Monde organisée en 1978 en Argentine, avec la dictature de Videla, mais également dans le cas de mondial organisé par Mussolini en Italie. Et dans le cas que vous disiez justement de Jair Bolsonaro, c'est très intéressant parce qu'un des clubs qu'il soutient, c'était les Palmeiras. Et à l'intérieur du Palmeiras, il avait des sympathisants, si vous voulez, des anciens sympathisants de Mussolini. Mais il y a la figure du palinceste. On oublie que, par exemple, les Palmeiras, c'était une des premières équipes au Brésil qui avait mis sur le champ, c'est-à-dire qui jouait avec joueurs de couleur. Vous savez, avec cette mythe de la démocratie raciale au Brésil, les populations afro-brésiliennes étaient toujours exclues. Ils continuent d'être malheureusement exclues. Mais à l'époque, les Palmeiras, c'était un des premiers clubs qui a mis des joueurs de couleur ou afro-brésiliens dans les clubs. Vous voyez, donc, on oublie ces parties du Palmeiras que maintenant on pense que Palmeiras c'est une équipe de la droite, mais c'était pas toujours comme ça. Exact. On va passer à la pause musicale et on revient avec Luis Martínez Andrade. On écoute Caetano Veloso et Gal Costa à la luz de Tieta. Illusion du ballon, football et théorie critique, effectivement, on a bien entendu et on voit que dans les livres, il y a l'aspect de dialectique du jeu, la politique de l'espace, ce qu'on appelle le grand temple, le temple moderne, on va dire. Examine aussi comment l'organisation de l'espace sur le terrain de foot reproduit les hiérarchies sociales. Évidemment, des économies aussi, offrant ainsi une analyse critique de la géopolitique du sport. Temple des sports, les stades, l'imaginaire culturel. On voit bien la Coupe du Monde, par exemple, du Brésil en 2014, en Russie en 2018. Ça a coûté énormément. Ça a coûté 14 000, dans les premiers cas du Brésil, 14,5 milliards d'euros. Incroyable, hein? Donc, et dans l'autre cas, on est en train de parler d'un stade à Saint-Pétersbourg qui coûte 735 millions de dollars. Donc l'organisation de la Coupe du Monde à Qatar a entraîné aussi une augmentation des flux de migrants et par conséquence d'exploitation des personnes, des main-d'œuvre, des travail. Donc 4 milliards de dollars seront dépensés pour la construction de ces stades. Comment tu vois de ton œil critique cette situation? Bon, c'est scandaleux, c'est une abomination. Après la crise sanitaire, c'est-à-dire avec la crise civilisationnelle, c'est-à-dire le chaos climatique, comment c'est possible que cette civilisation continue à débourser assez d'argent pour construire justement des infrastructures, pour justement
on a oublié par exemple de mentionner cet stade construit dans l'Amazonie qui a coûté beaucoup de milliards de dollars pour la Coupe du Monde au Brésil qui n'a jamais été utilisé à nouveau. Ouais. Donc c'est assez de gaspillage d'argent qu'on pourrait par exemple faire l'inversion dans la santé publique, dans les transports publics, vous voyez. Donc bon, d'un côté ça est lié à les magnum eventos ou cette mégalomanie des événements sportifs. D'un côté, il y avait un auteur qui s'appelait Siegfried Krakauer qui nous parlait que par exemple dans les stades, pas seulement de football, mais en général, il y a une sorte de culte de la mythologie, c'est-à-dire ce nouveau héros de la culture contemporaine. Vous savez, les sports de haut niveau, voilà, que essaye de nous montrer cette société de spectacle. D'un côté aussi, on a la gentrification des sociétés. Vous avez mentionné le cas du Brésil ou le cas de la Russie. Il faut mentionner que pour construire des stades pour l'infrastructure, il y a beaucoup de bidonvilles qui étaient rasés à Rio de Janeiro, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la gentrification. Et en plus, le pire, c'est que toute cette inversion ne se fait pas avec des fonds privés. C'est l'État. Voilà, c'est les 80%. C'est les citoyens, quoi. Voilà, c'est nous qui on paye. Parce qu'après, si on va au stade, on ne va pas, c'est à nous de payer plus d'impôts pour justement financer cette sorte d'infrastructure. Quand, justement, il faudra penser quelle sorte d'infrastructure est plus prioritaire pour la société. Je disais tout à l'heure, le transport public, par exemple. Et par conséquent, on voit cet aspect de la violence symbolique dans le processus de construction, puis la conséquence sociale. Comment le football peut être utilisé pour exercer une violence symbolique, renforçant ainsi les inégalités sociales, en fait, le rapport de pouvoir. Oui, bien sûr, parce qu'il faut aussi voir qui sont les jeunes ou les groupes bénéficier. Par exemple, c'est qui se bénéficie de tous ces accords pour justement gérer de nouveaux stades, non? Bon, bientôt, dans l'Hexagone, à Paris, on aura les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Exactement. Et aussi l'aspect que tu me viens en lumière, c'est la tendance à la commercialisation, à la marchandisation des joueurs, à l'exploitation des fans. Comment tu vois, le joueur aussi devient un objet de marchandise, quoi. Ah oui. C'est très intéressant parce que le footballeur, finalement, c'est un travailleur. Et par exemple, il y a un chercheur brésilien qui, par exemple, a montré à partir de la théorie de la dépendance, comme vous savez, la théorie de la dépendance des années 50, a montré comment les ex-métropolies se bénéficient d'extorquer ou de piller les matières primées du pays des anciennes colonies, soit l'Amérique latine, soit l'Afrique. Et par exemple, il étudie les cas du Brésil et d'Argentine, comment des grands joueurs sont formés en Argentine. Ils sont achetés par des clubs en Europe, je ne sais pas, pour 1 million d'euros. Mais après, les clubs ici, ils vont les vendre en 8 millions d'euros, oui, quelques années plus tard. Donc, il y a ce qu'on appelle une transférence de valeur, c'est-à-dire il achète des joueurs, pas seulement en Sud-Amérique, mais aussi en Afrique, pour après les vendre, n'est-ce pas? Et ces nouveaux joueurs deviennent des vedettes, c'est-à-dire après ils deviennent vedettes pour promouvoir les nouveaux parfums, les nouvelles marchandises, n'est-ce pas? Mais le plus intéressant, il faut dire que c'est pas tous les joueurs qui deviennent. C'est un piège aussi de l'idéologie libérale capitaliste. Beaucoup de joueurs restent au mi-chemin, n'est-ce pas? Ils sont jetés comme des objets déchets, des travailleurs, quoi. C'est vrai ça. Il y a un joueur africain. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Et même, on peut voir cette inégalité de genre. Et on va voir que, par exemple, les joueuses de football gagnent moins d'argent que les joueurs, n'est-ce pas? Exact. On regarde aussi. Ils passent pas les millions, quoi. Voilà, non. Le football féminin et Ghana, voilà, c'est moins promu. Je me rappelle pas le nom de cet joueur africain qui gagne beaucoup d'argent, mais qui fait beaucoup des dons ou des activités, des promotions sociales ou des constructions en Afrique.
il construit des écoles, il aide à... Oui, bon, mais ce sort si vous voulez, de gestes, on peut les repérer aussi, rappelez-vous, à George Weah en Nigerie. Oui, oui. Il y a mais c'est une minorité. C'est une minorité que, si vous voulez, également, les FIFA ou les mass media promeuvent comme regardez la charité. Mais c'est en un fait, peu pour sauver son âme, quoi. Voilà, tout à fait. Mais c'est que je pense, normalement, à partir d'une perspective de gauche, c'est pas qu'on cherche une charité, c'est qu'on voudrait, c'est une solidarité de classe. Voilà, c'est détruire ce système, voilà, qui génère de l'exploitation et de la domination. Les spectacles de football mettant en lumière la façon dont il est utilisé pour distraire et aliéner les masses. C'est ce que tu fais prévoir à travers ton livre. Oui, bon, finalement, le football, je disais tout à l'heure, c'est une expression culturelle. C'est pas, il faut pas mettre tout sur les dos du football. On peut voir aussi le cinéma. Le cinéma devient aussi une sorte d'anesthésie pour les masses, le théâtre. C'est pas que le football. Mais justement, j'ai voulu, si vous voulez, me focaliser dans les phénomènes du football parce que j'étais un peu inspiré pour cette image de Walter Benjamin, du chiffonnier. C'est-à-dire c'est monsieur qui va y repérer dans la poubelle, voilà, les déchets de la culture, et à partir de là, façon de nouvelle configuration sociale. Donc, pour moi, le football spectacle, bien sûr, montrer justement cette dérive de valeurs contemporaines, mais en même temps, ça pourra nous montrer des contradictions, des antagonismes qui pourront nous prévoir une nouvelle configuration sociale. Par exemple, dans ce livre, je parle d'une expérience peu connue qui s'appelle la démocratie corinthiana. C'était de cette équipe de football de fin des années 70 au Brésil qui a voulu justement pas seulement innover dans la façon de s'organiser, mais en même temps d'avoir un impact politique à l'époque de la dictature militaire. Et bon, un des symboles de cette équipe, c'était le docteur Socrates, qui quelques années plus tard est venu en Italie pour jouer à la Fiorentina, qui disait qu'il venait en Italie pour apprendre la lutte ouvrière italienne et pour lire Gramsci en italien. Bien, de retour avec Luis Martínez Andrade. Et on a parlé aussi de la technologie de football, un petit peu comment l'impact de la technologie sur le football, en examinant les controverses entourant l'utilisation de vidéos pour l'arbitrage, ainsi que les innovations technologiques dans l'entraînement et l'analyse des performances. Et je trouve ça intéressant puisque on devient vraiment des objets mécanisés et complètement, dirais-je, aliénés à toute une sorte de pas seulement de technologie, mais aussi de pensée, d'idéologie, des actions. Aussi, donc, on peut voir la santé mentale dans cet aspect de les effets du football sur la santé mentale des joueurs, en mettant en lumière le défi lié à la pression, la compétition, les efforts, pour voir le bien-être mental dans les sports. En fait, c'est aussi une problématique, on va dire. Et aussi, on pourrait aussi parler sur la mémoire collective, par exemple en mettant en lumière le moment historique de le sport, la mondialisation culturelle, par exemple, le site qui examine sur comment le football est devenu le vecteur de mondialisation culturelle, en influençant le mode de vie, les langues, les identités à l'échelle mondiale. Donc, par conséquent, aussi, l'éducation, le potentiel éducatif du football en mettant en lumière les valeurs telles que le travail d'équipe, le leadership, la résilience que le sport peut enseigner à joueurs de tout âge. Hein. En tout cas, les médias. Les médias, c'est quelque chose que tu mentionnes dans ton essai aussi. Le rôle des médias dans la construction de la culture footballistique, en explorant la manière dont les médias façonnent la perception du sport et influencent les récits, et aussi nous manipulent vers une direction dans laquelle on doit regarder et pas dans une autre dans laquelle on devrait regarder ce qui arrive actuellement dans l'actualité. Comment tu vois cet aspect de la manipulation des médias pour diriger l'attention publique? Bon, c'est une belle question parce que, en fait, une des valeurs de la modernité que les théoriciens de Francfort ont repéré, c'est celui de la quantification, n'est-ce pas, qui est lié à ce que Marx a appelé la valeur d'usage, au-delà du valeur d'échange, au-delà du valeur d'usage. Donc, dans cette société, justement, quantificatrice, bien sûr, une des
une des règles intéressantes, c'est celle de la statistique. Je vois beaucoup de programmes, pas seulement du football, mais n'importe de quel sport, que tout le temps nous parle sur les statistiques, sur les records, sur les performances des joueurs. Pourquoi? Parce que ça devient une sorte de paramètres. Et c'est très intéressant parce que, comme vous disiez tout à l'heure, sur la question de la santé mentale des joueurs, on ne peut pas oublier le rôle du dopage. C'est-à-dire, les joueurs qui sont des travailleurs, qui disaient qu'ils sont en train de la recherche de succès, de visibilité, reviennent sur cette question du dopage. Justement, malheureusement, les fédérations sont aussi conscientes. Bien sûr, après, ils sont des hypocrites qui nous disent que le fair play, mais bon, c'est des hypocrites. Mais pourquoi? Parce que justement, cette association de sport, qu'on pourra dire, contribue justement à cette performance du joueur. Donc voilà, dans le cas du football, par exemple, on peut voir toujours maintenant plutôt des athlètes de haut niveau que des joueurs. Dans les livres, par exemple, je parle du cas du Barcelone, de l'équipe du Barcelone, où justement ils ont fait appel à un groupe de chercheurs justement pour étudier et évaluer la motricité des joueurs. C'est-à-dire, on devient une partie de la machine. Et voilà, comme vous disiez tout à l'heure, l'application du VAR, n'est-ce pas, de ce programme. Voilà, ça devient que pour le spectacle. Exact. Voilà. Ouais. Eh bien, on voit tous ces enjeux et que tu as pu vraiment, de manière très singulière, très créative, pouvoir mettre ensemble. Honnêtement, mes chers auditeurs, malgré les apparences, je vous dis, ce livre se lit très clairement et très rapidement. Évidemment, dépendant chacun son bagage et ses lectures, évidemment. Mais moi, honnêtement, j'étais fasciné de ton livre, Luis. Merci. Vraiment. Mais il y a un chapitre, évidemment, c'est conjonctural aussi. Il y a un chapitre dans ton livre, la page 32, le quatrième chapitre sur l'émotion, gestes et images. Bon, ce petit texte était inspiré justement du mouvement populaire qui a eu lieu en Colombie en 2021, justement, et toute cette répression que malheureusement a suivi ce mouvement et qui a commencé au port de Buenaventura, où se trouve la majorité des populations afro-colombiennes. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de ce mouvement pour écrire ce petit texte qui s'intitule « Émotion, gestes et images ». Au cours du mois de mai 2021, alors que les peuples de Palestine et de Colombie étaient massacrés pour l'énième fois, deux images ont fait lecture du monde. La première était celle de Marino Inestrosa, milieu de terrain du club brésilien Palmeiras, tenant un t-shirt avec l'inscription SOS Colombie, en référence au silence honteux des institutions internationales face à la répression sanglante subie sur le sol colombien. Produit de l'Académie de jeunesse América de Cali, Inestrosa, de haute taille et au regard défiant, était à l'époque une métaphore de la longue résistance des peuples afro-colombiens. La deuxième image était celle de Riyad Mahrez, joueur de Manchester City, brandissant le drapeau palestinien pour célébrer le titre de la Premier League. Capitaine de l'équipe nationale algérienne, le geste de Mahrez a concentré à cet instant l'admiration que la lutte anticoloniale du peuple palestinien a éveillée et continue d'éveiller. Les deux images sont porteuses d'expressions collectives d'émotion. Pour George Didier Huberman, le véritable geste philosophique consiste à s'étonner d'une chose, d'un être ou d'une expérience. De plus, dit le philosophe français, dans le processus de transformation individuelle ou collective, il faut oser montrer son émotion et donc s'exposer. Or, l'émotion est un mouvement hors de soi. C'est en même temps un mouvement en moi et hors de moi. À travers les gestes, les émotions peuvent déployer leur charge explosive et, en ce sens, contribuer au processus de changement. L'émotion, soutient Didier Huberman, mais peut être définie comme un état de pure et simple passivité. Par conséquent, pour que les émotions nous transforment et transforment la réalité, elles doivent être transformées en pensée et en action. À travers l'analyse du fil le cuirassé Potemkin,
du cinéaste soviétique Eisenstein, Didi Huberman explique sa théorie des émotions et arrive à la conclusion que si nous ne pouvons pas faire de la politique avec nos seuls sentiments, nous ne pouvons pas non plus faire de la bonne politique en annulant nos émotions. À l'heure que les hashtags « Résister comme la Palestine »,« Battez-vous comme la Colombie » circulaient sur les réseaux sociaux, les images de Marino Inestrosa et de Riyad Mahrez ont condensé le potentiel émancipateur des émotions. Comme s'il s'agissait d'un tremblement de terre ontologique, ces deux gestes sont une provocation nécessaire de l'émotion, pour que nous osions sauver notre véritable essence humaine, la capacité de prendre parti pour les victimes. Les émotions, exactement. On pourrait parler énormément et long, largo y tendido, comme on dit en Mexique. Mais tout d'abord, on va avant tout, avant que l'heure nous trahisse aussi, une invitation que tu viens nous faire, en réalité, c'est pour une rencontre et dédicace à la présentation de ton livre, le livre Illusion du ballon, football et théorie critique, édition L'Harmattan 2024, Luis Martínez Andrade, et sera en parallèle avec un micro abierto Free Palestine. C'est mardi 26 mars à 19h à l'espace Buen Vivir. L'espace Buen Vivir, place Fernand de Kock, 23 à 1050 XL Bruxelles. Et pour le mois d'avril aussi, et le 4 avril, une autre invitation, cette fois-ci au bar James Joyce. James Joyce, rencontre, dédicace, présentation de livre, Illusion du ballon, football et théorie critique, jeudi 4 avril à 19h au bar James Joyce, à la rue Archimède, 34 1132 à 1000 Bruxelles. Voilà, nous avons pu constater par les paroles même de son auteur que ce livre offre une perspective novatrice sur le rôle du football dans la société et enrichit la théorie critique en explorant comment des phénomènes culturels en apparence anodins peuvent révéler des aspects profonds de notre réalité sociale. Luis Martínez Andrade appelle aussi une réflexion critique sur le football en tant que phénomène culturel, mettant en lumière les illusions qui entourent le sport et la nécessité de les déconstruire pour une compréhension plus approfondie de notre réalité sociale. Je rappelle que Luis Martínez Andrade est docteur en sociologie de l'ES et auteur de Illusion du ballon, football et théorie critique, édition L'Harmattan 2024, et essai d'histoire intellectuelle L'Harmattan 2023. Il est membre du système national de chercheurs au CONACYT, une sorte de CNRS mexicain, lauréat du prix Pensar à Contracorriente en 2019. Merci Luis Martínez Andrade pour ta présence ici à Radio Campus Latino dans le programme de Pueblo Latino avec José Alvarez. Tu voudrais ajouter quelque chose? Non, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et bon, j'attends tous venez nombreuses à cette présentation, on pourra parler plus. On la rappellera le reste de l'émission comme ça avec plaisir. Mais on a écouté La Mano de Dios muy bien, estábamos escuchando la versión Che Guevara de Amal Murkus que nos transportaba en todo caso hasta Palestina con su voz de reivindicación, de llanto, también de conciencia, de apel, de llamado al cese al fuego. Así es, esto nos da opción para decir que en nuestra agenda cultural tenemos este 26 de marzo el micro abierto Stop Génocide Palestine o Génocide Palestine, micro abierto, micro ouvert Stop Génocide Palestine, musicien, poète et écrivain. Et toi, pour une Palestine libre. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? No, bueno, evidentemente tenemos que seguir uniéndonos al grito mundial que es una Palestina libre, ¿no? Evidentemente, más allá, bueno, ahorita lo urgente es detener esa masacre que hay, pero seguir exigiendo una Palestina libre. Como se dice, from the river to the sea, Palestine will be free.
Y hablando de free y de libertad y sobre todo de justicia, estamos también recordando a todo el mundo que tienen que siempre sostener estas presentaciones que se hacen para abogar y defender la libertad de expresión, en este caso abogar y libertar a Julian Assange, el jurnalista australiano que fundó Wikileaks en 2006 y que dicha plataforma agregó y unió a muchos lanzadores de alerta a postear anónimamente documentos. En el caso de él, pues él es perseguido por haber hecho este hecho, ¿no? Entonces tenemos aquí siempre en Bruselas el primer lunes del mes delante de la embajada de Royaume-Uni, la embajada inglesa, y los otros lunes del mes en la Plaza de la Monnaie siempre se reúnen las personas que apoyan a la libertad de Julian Assange. ¿No? Anoten siempre eso en sus agendas, es importante poder apoyar esta causa. Vamos a pasar a la música. ¿Qué canción te gustaría, Liz? Bueno, hay un músico que se llama Medine, que tiene una canción muy buena ahorita hablando sobre Palestina. Mientras tanto vamos poniendo Pajonal de Jennifer Sarmiento y José Luis Medina Gazazukervich. Bien, Luis, Fort les paroles. Nos has traído una canción. Effectivement, c'est très, très, très touchant. Surtout... Et il avait un auteur aussi de l'école de Francfort, Théodore Adorno, oui, qui disait que si sera-t-il possible d'écrire de la poésie après Auschwitz, vous savez, les camps d'extermination. Oui. Donc je me pose la question, si après le génocide au peuple palestinien, on ne pourra pas plus écrire de la poésie, même si même parler, si on aura des mots. Voilà. Oui, c'est ça. En plus, il dit aussi, au regard des journalistes, et on voit bien les grands médias, mass médias qui sont, enfin, témoins de ce qui se passe maintenant. Mais on voit ça dans les réseaux sociaux aussi. D'ailleurs, on essaie d'interdire à TikTok aux États-Unis parce que tout le monde lit le news à travers ces réseaux sociaux. Et ça, on peut dire, ils ont perdu la guerre de la propagande, les Américains. Enfin, excellente proposition, Luis, comme toujours, tout nous surprend. Eh bien, ça me fait un peu, il nous reste très peu de temps, un petit peu préambule pour vous inviter, ou toi, Luis, nous inviter. Invítanos. Bueno, nada, los esperamos a todos y todas en esta agenda. Y también hay que recordar que hoy a las 2 de la tarde hay una marcha por Palestina que sale de Gare del Norte, si no mal recuerdo. Exactamente, a las 14 horas está programada la marcha en soutien au peuple palestinien qui va avoir un départ de la gare du Nord. Et donc, pour conclure l'invitation, rencontre et dédicace, présentation du livre Illusion du ballon, football et théorie critique, l'Harmattan 2024 de Luis Martínez Andrade, en parallèle avec un micro ouvert pour soutenir Palestine, le cessez-le-feu Free Palestine, qui aura lieu sans résiste à la rue Tulipe, numéro 28 à Ixelles. Y bueno, también recordar que de salutación, surtout, gracias por esta entrevista a Luis Martínez Andrade. Vamos a dónde encontramos el libro, ¿sabes? Bueno, el libro se puede comprar por la página del Harmattan, de la editorial, okay, pero también en cualquier librería, imagino, du quartier. Vous pouvez commander l'ouvrage en français. Et il faudra dire tout simplement que le livre était publié en français, mais également il est paru en Espagne, en espagnol. Donc pour les gens qui se sentent plus à l'aise en lisant l'espagnol, on peut l'acheter également par Internet, j'imagine. C'était publié par l'éditorial La Voragine de Santander. Et en fait, l'éditeur m'a dit qu'il sortira la semaine prochaine la 12e édition, au moins de la version en espagnol du livre. Et en français, directement à l'Harmattan, mais également, je pense, par le biais des autres sites, la FNAC ou les librairies du quartier, quoi. Voilà. Muy bien, gracias, Luis.